BNP Paribas présente la Net Agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour, bienvenue dans Paris Tech Insight. En 2007, le prix Nobel était décerné à Al Gore et au GIEC. Le Grenelle de l'environnement obtenait un écho médiatique sans précédent. Autrement dit, la première décennie du XXIe siècle semblait s'achever sur un acquis, un vrai acquis solide, la cause environnementale. Pourtant, la conférence de Copenhague s'achève sur un échec et aujourd'hui, les critiques climato-sceptiques, voire écolo-sceptiques, se sont multipliées. Alors, est-ce que c'est un soubresaut ou une véritable remise en cause? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui après avoir regardé ce sujet. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture, à mon avis. C'est une imposture scientifique. Depuis 2007 et les premières critiques des travaux du GIEC, les sceptiques quant à l'origine humaine du réchauffement climatique réalisent une percée médiatique. En même temps, l'échec des conférences de Copenhague et de la taxe carbone en France marque un coup d'arrêt à l'écologie politique. De récentes déclarations du président Nicolas Sarkozy viennent enfoncer le clou. D'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement, parce que là aussi, ça commence à bien faire. Stéphane Petitjean, vous êtes manager chez Ethicity, un cabinet de conseil en développement durable. Donc pour vous, l'activité se porte bien, ça ne remet pas du tout en cause le fond de votre activité. C'est vrai que c'est une crise qui est celle du on va dire, développement durable de manière globale, qui peut être stigmatisée par le climat, etc., qui aujourd'hui a une importance forte et qui peut remettre en question pas mal de nos rythmes, de nos manières de vivre, manières de consommer, manières de produire. Donc moi, je pense qu'il y a eu un rééquilibrage qui est sain. C'est comme la concurrence, c'est sain, mais voilà. Alors je vais me tourner vers vous, Serge Gallam. Vous êtes physicien et théoricien, vous êtes membre du CREA de Polytechnique et surtout auteur du livre « Les scientifiques ont perdu le Nord » que vous avez publié en 2008. Vous travaillez également sur les mouvements d'opinion et le pouvoir de conviction sur les minorités. À votre tour, quel est votre sentiment? Aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les climato-alarmistes se réjouissent du fait qu'on puisse débattre. Moi, je m'en réjouis aussi, mais il y a encore un an, on ne pouvait pas en débattre parce qu'on nous disait que la question était scientifiquement close. La taxe carbone, il faut quand même en parler un petit peu parce qu'on a présenté ça comme un recul dramatique du mouvement de concrétisation un petit peu de la lutte et contre le réchauffement climatique, surtout contre le réchauffement climatique, et on y voyait un petit peu comme le début d'une démarche écologique, citoyenne, où chaque individu allait contribuer directement, alors qu'en fait, lorsqu'on met ça en termes réels de l'impact que ça aurait pu avoir, c'était une offrande incantatoire à la déesse anti-CO2, puisque de toute façon, ça n'allait strictement rien changer à la concentration de CO2 dans l'atmosphère au niveau mondial. Et donc, la taxe carbone n'aurait strictement résolu aucun problème écologique. Stéphane, vous avez l'air d'accord? La concentration de ces CO2 est en soi un sujet, mais que derrière ça, il y a aussi beaucoup de choses qui sont significatives de plein de dérèglements que chacun peut voir. Alors, on peut peut-être imaginer que c'est une croyance. En tout cas, ça embarque avec soi une dimension sociale, une dimension environnementale, la biodiversité, la perte des espèces, le fait qu'il n'y ait plus de morues, la pêche. Voilà, tout ça, je pense qu'il y a une sorte de fourre-tout derrière tout ça. Et en ça, l'alarmisme est plutôt pas mauvais, je pense, parce qu'il permet, de bout d'un moment, de se dire « attention ». Il y a un vrai problème, il faut qu'on avance. Voilà, on sent que tout ça, ça crée un signal, peut-être alarmiste, je pense nécessairement alarmiste, et qui est bon pour justement réorienter un peu tout ça en disant « attention, maintenant c'est compliqué, comment on fait ?» Il y a certainement d'autres moyens, rationalisation, l'efficience, repenser nos modèles, qui n'est qu'une bonne chose. Alors c'est vrai que la question c'est quel est l'intérêt de tirer une sonnette d'alarme? Quel est l'intérêt de remettre en cause finalement ce qui est à la base d'un mouvement de société plutôt sain où on se pose des questions? Il est très important aussi d'abord de comprendre les lois qui régissent l'évolution du climat, qu'on ne comprend toujours pas, mais aussi celles qui régissent les comportements humains. Mais lorsqu'on aborde cette question locale, dans un contexte global et en disant que pour que le temps soit meilleur à Paris, il faut que les Chinois se comportent d'une façon bien précise, là, on rentre dans une dimension extrêmement différente et qui fait intervenir des paramètres géopolitiques, des paramètres économiques, des paramètres de compétition, des paramètres qui n'ont plus rien à voir. Après, il va bien falloir mettre ça en œuvre et obliger ceux qui se comporteraient mal, puisque
s'il se comportait mal dans cette vision, il tuerait la planète. Pascal Decaux, vous êtes donc le fondateur de Génération Cleantech. Quel est votre sentiment par rapport à... Vous parliez tout à l'heure effectivement de dimension locale, de dimension planétaire. On est comme dans un monde mondialisé et on ne va pas changer cet aspect des choses aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc on doit vivre avec, effectivement. Et c'est pour ça que les sommets Rio, Copenhague, Kyoto ont du sens, puisqu'effectivement ils mettent les dirigeants du monde autour de la table pour au moins partager des avis, pour au moins se mettre d'accord. Mais il est évident, et j'ai jamais cru qu'un sommet pouvait changer les choses du jour au lendemain. J'ai jamais cru que si on ne prenait pas des mesures avant juin 2010, le monde allait mourir. Effectivement, il est sain d'avoir des technologies alternatives au nucléaire, alternatives au charbon, alternatives au gaz, etc. etc. Donc vive la recherche, vive les entreprises qui innovent, vive les brevets. Et vivent effectivement des personnes qui se mobilisent pour un débat, pour piloter le risque écologique, le risque social, le risque sociétal, le risque politique, le risque géopolitique, des personnes qui accompagnent le développement durable en mettant au point des stratégies de développement durable, de gouvernance, et puis des gens qui soient des ingénieurs qui développent des techniques et des brevets. Ce qui peut être un peu embêtant là-dessus, ce sont plutôt ceux qui profitent de la vague verte pour peut-être mettre des pansements sur des jambes de bois, s'afficher un peu plus vert que les autres, faire des publicités un peu green avec des arbres, des petits oiseaux, et puis pas changer fondamentalement ni les modes de consommation, ni les modes de production. C'est peut-être ça. On ne peut rien acheter qui ne soit pas motivé en disant ça produit moins de CO2. Enfin, c'est plus rien. Plus rien ne produit moins de CO2 qu'avant. Il n'y a pas que le CO2 sur Terre. Donc non, mais c'est ça. C'est très bien qu'on arrête de parler du CO2 tout le temps. Moi, je suis tout à fait pour. On est d'accord là-dessus. Voilà, peut-être qu'il faut aussi élargir le débat. Il y a aussi le problème de la déforestation. Il y a les eaux. Des véritables problèmes, oui, écologiques en tant que tels, qui sont délimités, sociaux aussi, et les aborder en tant que tels, sans avoir besoin de parler du monde entier, de ce qu'il faut pour unifier le monde entier. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont sensibles à ces questions sont une minorité dans le monde. Parce que l'ensemble de milliards de la grande majorité, eux, ont envie un petit peu de toutes les mauvaises choses dont on a abusé. Et avant qu'on arrive à les convaincre que c'est vraiment très très mauvais, ils en ont déjà consommé et développé beaucoup. Les USA prennent plutôt l'approche technologique. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est la technologie qui va pouvoir répondre aux problèmes posés par l'écologie aujourd'hui? Lié à l'écologie. Vous tombez bien parce que j'y crois complètement. Oui. Parce qu'en fait, vous êtes d'ici, par l'association sur laquelle je travaille, Clean Tuesday, le but c'est effectivement de faire avancer les choses, d'apporter un mieux-être, de continuer sur le même mode de vie, en réfléchissant aux usages, aux comportements et en apportant des techniques dans l'eau, dans l'air, dans les déchets, dans le sol, dans les énergies renouvelables, dans la gestion des ressources industrielles, le recyclage, qui soit plus efficace. Ce sera le mot de la fin. Alors, je remercie bien sûr Pascal, Stéphane et Serge. Merci pour votre participation et merci à l'AgroParisTech qui nous a ouvert ses portes pour cette émission. On se retrouve dans une semaine. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.